Existe-t-il un moyen de faire revenir une personne évitante sans avoir à briser le silence ni à la poursuivre? Vous savez que courir derrière elle ne fait que la repousser davantage, mais le silence devient insupportable, comme si vous la perdiez à jamais. Il ne s'agit pas d'un stratagème ou d'un jeu, il s'agit de comprendre le déclencheur psychologique profond qui pousse un évitant à se réengager. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les deux seules actions capables de transformer radicalement la dynamique et de permettre à la personne évitante de se sentir assez en sécurité pour revenir d'elle-même. Restez avec moi, car la réponse ne se trouve pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous refusez absolument de faire. Le désir de faire revenir un évitant est très puissant, et il naît souvent d'un profond attachement et d'une vraie conviction dans le potentiel de cette relation. Vous voyez en cette personne tout le bien qu'elle incarne, vous vous souvenez des moments de proximité, et vous êtes persuadé que si vous trouviez simplement les bons mots ou la bonne approche, vous pourriez traverser ces murailles et retrouver ces instants de connexion. Ce désir est complètement compréhensible. Pourtant, c'est précisément ce qui vous retient piégé dans le cycle de la poursuite et de la distance. Le malentendu fondamental, c'est de croire qu'il existe quelque chose à faire pour qu'elle revienne. Or, la réalité, c'est que la seule façon de rendre leur retour possible, c'est de ne rien faire du tout, mais de ne rien faire d'une manière extrêmement précise et volontaire. Voici le premier et le plus important basculement de perspective. Il faut passer d'un état d'esprit d'action à un état d'esprit de non-action. Ce n'est pas de l'attente passive, c'est un choix actif, conscient, de sortir de la dynamique du contrôle. Le silence que vous vivez n'est pas un vide à combler, c'est un espace à préserver. C'est un espace qui permet au propre système d'attachement de l'évitant de s'activer, qui lui permet de ressentir les conséquences de sa distance. Si vous brisez le silence, vous lui enlevez cet espace. Vous vous précipitez pour calmer son inconfort et vous l'empêchez ainsi de faire le travail intérieur indispensable avant même d'envisager de revenir. Le fait de garder le silence va à l'encontre de tout ce que votre système nerveux vous pousse à faire. Si vous êtes d'attachement anxieux, votre système est en état d'alerte maximale. Il vous envoie sans cesse des signaux. Il faut agir, il faut réparer, il faut contacter l'autre avant qu'il ne soit trop tard. Ces signaux semblent urgents, voire vitaux, car d'un point de vue évolutif, être séparé de sa figure d'attachement signifiait un réel danger. Un nourrisson séparé de son parent ne survivait pas. Votre système nerveux ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger perçu. Il traite le silence de l'évitant comme s'il en allait de votre survie. Comprendre cette réalité physiologique est essentiel pour reconnaître que la panique que vous ressentez n'est pas un signal pour agir. C'est simplement votre système nerveux qui fait ce pourquoi il a été conçu. Il s'agit alors d'accueillir cette panique, de la ressentir pleinement, sans agir sous son impulsion. C'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à réaliser pour un être humain. Cela demande un degré d'autorégulation que la plupart n'ont jamais développé. Cela exige de devenir le parent de son propre système nerveux, de s'apporter le réconfort que l'on rêverait de recevoir de l'évitant. Ce processus d'auto-apaisement ne sert pas seulement à survivre au silence, il permet de reconfigurer en profondeur le système d'attachement. Chaque fois que vous ressentez l'envie de tendre la main et que vous choisissez de ne pas le faire, vous créez de nouvelles voies neuronales. Vous apprenez à votre cerveau que vous pouvez tolérer l'inconfort, que vous pouvez rester avec l'incertitude et que votre valeur n'est pas subordonnée à la réaction d'un autre. Voilà le véritable travail de fond, celui qui produit un changement durable. C'est ainsi qu'un attachement anxieux peut évoluer vers un attachement sécurisant. Mais alors, que signifie garder le silence? Cela veut dire arrêter toute forme de poursuite, non seulement les évidentes, comme appeler ou envoyer un message, mais aussi les plus subtiles. Il faut cesser de consulter leurs réseaux sociaux, de questionner les amis communs à leur sujet, de publier dans l'espoir qu'ils voient vos contenus. Il faut mettre fin à toute activité, consciente ou inconsciente, destinée à susciter une réaction de leur part. Et il faut se montrer d'une honnêteté implacable envers soi-même. Est-ce que vous lâchez véritablement prise, ou bien jouez-vous simplement la comédie, en espérant secrètement qu'ils observent? L'évitant est extrêmement sensible à l'inauthenticité, et il saura faire la différence.
Les formes subtiles de poursuite sont souvent les plus insidieuses, car elles vous permettent de croire que vous respectez sa distance tout en gardant un pied dans la porte. Vous vous dites que, puisque vous ne contactez pas directement, cela ne compte pas. Mais l'énergie ne ment pas. L'évitant sent très bien lorsqu'on gravite autour de lui, lorsqu'on le surveille, lorsqu'il reste au centre de l'univers d'une autre personne. Cette sensation ne le fait pas se sentir aimé, elle le fait se sentir piégé. Pensez à celui qui cesse d'envoyer des messages, mais qui aime toutes les publications sur les réseaux, ou à celle qui n'interroge plus directement les amis communs, mais oriente chaque conversation pour obtenir des nouvelles, ou à qui fréquente soudain les mêmes endroits en les appelant des coïncidences. Il ne s'agit pas là de lâcher prise, mais d'actions de surveillance déguisées en processus de guérison. Et l'évitant, avec son radar extrêmement affûté pour capter toute tentative de contrôle, repérera chacun de ses comportements. La raison pour laquelle ces attitudes sont si néfastes, c'est qu'elles empêchent le véritable basculement énergétique nécessaire à la transformation de la dynamique. Tant que vous restez tourné vers eux, tant qu'ils sont le centre autour duquel gravite votre existence, rien ne change. Vous restez dans le schéma de la poursuite et eux dans celui de la fuite. Ce n'est que la méthode de poursuite qui varie, pas la dynamique profonde. Or, l'évitant répond à la dynamique, pas au comportement précis. Donc rien ne change non plus de leur côté. Cet engagement envers une non-action authentique constitue la première des deux étapes essentielles. Il s'agit de créer un véritable vide énergétique. Tant que vous restez investi dans leur retour, vous ne vivez pas de silence véritable. Vous êtes simplement dans l'attente. Et cette attente irradie une énergie de besoin et d'espérance. L'évitant la ressent, et cette énergie l'étouffe autant qu'une poursuite directe. La seule façon de couper réellement le cordon énergétique, c'est de se recentrer totalement sur soi. Ce n'est pas une diversion temporaire, c'est une réorientation permanente de vos priorités. Votre but premier n'est plus de les reconquérir. Votre objectif prioritaire, c'est de vous retrouver vous-même. Ce processus de retour à soi est la seconde action décisive. Il s'agit de reconstruire votre vie de l'intérieur, jusqu'à ce que la présence ou l'absence de l'évitant devienne secondaire. Cela signifie rediriger votre énergie vers votre travail, vos passions, vos amitiés, votre propre développement. Vous vous mettez au sport, vous suivez le cours qui vous tentait, vous reprenez contact avec d'anciens amis. Vous faites toutes ces choses que vous aviez négligées, trop absorbées par la relation. Il ne s'agit pas de les rendre jaloux, il s'agit de vous rendre heureuse. Il s'agit de trouver votre validation à l'intérieur de vous et plus dans leur attention. La reconstruction de soi n'est pas un processus linéaire. Certains jours, vous vous sentez fort, vraiment enthousiasmé par les nouvelles activités, avec le sentiment d'avancer. Et puis, il y aura des jours où tout semblera factice, où chaque chose vous paraîtra creuse, où la pensée de l'évitant planera sur tout. Les deux phases sont naturelles. Toutes deux font partie du chemin. L'essentiel est de persévérer, de continuer à choisir de vous privilégier, même quand cela semble vain. Avec le temps, de plus en plus de moments de joie authentique remplaceront la simple mise en scène. Vos nouvelles activités cesseront d'être des distractions. Elles deviendront d'authentiques sources d'épanouissement. Les amitiés renouées ne seront plus des filets de sécurité, mais des connexions sincères. Vous commencerez à vous souvenir de la personne que vous étiez avant que la relation ne prenne toute la place. Ou, plus justement, vous découvrirez celle que vous pouvez devenir si vous arrêtez d'éteindre votre lumière pour que l'autre soit à l'aise. Cette transformation n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir pleinement vous-même. La version de vous dans la dynamique avec l'évitant était amputée, toujours en vigilance, se diminuant pour n'être ni une menace, ni un fardeau. Cette version était exténuante à force d'inauthenticité. Le vrai travail consiste à abandonner ce faux self et entrer dans la pleine expression de qui vous êtes vraiment. C'est terrifiant, car on risque alors d'être rejeté non pour un masque, mais pour son être véritable. Mais c'est aussi libérateur, car toute connexion future sera alors fondée sur une base réelle, et non sur la dissimulation. Au fil de ce parcours, un changement radical d'énergie s'opère. Vous n'émettez plus la fréquence du désespoir ou du besoin, mais celle de la confiance et de l'autosuffisance. C'est l'énergie d'une personne sécurisée, puissamment attirante.
C'est l'énergie vers laquelle l'évitant a sans doute été attiré au tout début, avant que la dynamique de la poursuite et de la distance ne la détruise. Vous redevenez, en somme, la personne que vous étiez avant que la relation ne devienne source d'angoisse. Vous revenez à votre propre centre, qui agit alors comme un puissant pôle magnétique. Et c'est là que la magie du silence opère. L'évitant, habitué à la pression incessante de votre poursuite, est désormais face à l'absence totale de cette pression. Il est aussi confronté au fait indéniable que vous vous reconstruisez, que vous êtes heureux, et que votre vie ne dépend plus de lui. Cela crée en lui une très forte dissonance cognitive. Son discours intérieur a toujours été « il contrôle la distance, il peut partir sans conséquence ». Or, votre bonheur sans lui met ce récit à l'épreuve. Il est obligé de considérer la possibilité qu'il n'est pas aussi indispensable qu'il le croyait et qu'il risque vraiment de vous perdre. Le sentiment de contrôle de l'évitant ne provient pas de l'arrogance ni du narcissisme, même si cela peut parfois sembler ainsi vu de l'extérieur. Il repose sur un besoin profond, inconscient, de ne plus jamais se retrouver en position de vulnérabilité. Cette position où il a eu besoin de quelqu'un et où cette personne l'a déçu. Ce moment où il a ouvert son cœur et où celui-ci a été brisé. Le contrôle qu'il exerce n'a rien à voir avec un pouvoir sur vous. Il s'agit d'une protection de soi. C'est une forteresse construite pierre par pierre, au fil des années, voire des décennies, à force d'apprendre que les autres ne sont pas dignes de confiance quand il s'agit de ses besoins. Lorsque vous le poursuivez, vous alimentez sa vision du monde. Vous lui prouvez que oui, les gens sont dans le besoin, que l'intimité est bien étouffante, que laisser entrer autrui conduit immanquablement à des attentes et des exigences auxquelles il ne saura répondre. Chaque message que vous envoyez, chaque demande de connexion, chaque plainte à propos de la distance est rangé dans son esprit comme preuve qu'il a eu raison de construire cette muraille dès le début. Voilà pourquoi la poursuite ne fonctionne jamais. Vous vous exprimez dans une langue que son système nerveux traduit comme un signal de danger. Mais lorsque vous cessez la poursuite, lorsque vous investissez réellement votre énergie dans votre propre vie, il y a un recul, un infléchissement dans son fonctionnement interne. Les preuves qu'il accumulait changent de nature. Le récit selon lequel il se protège d'une personne envahissante commence à s'effriter, parce que cette personne n'est plus dans l'attente ni dans le manque. Elle s'épanouit. Elle va bien. Elle est heureuse sans l'évitant. Cela contredit le discours intérieur de ce dernier. Et la dissonance cognitive, l'inconfort de tenir deux croyances contradictoires à la fois, constitue un moteur de changement très puissant. L'évitant se demande alors s'il n'a pas commis une erreur. Pas de manière spectaculaire ou théâtrale. Cela prend la forme de petits tiraillements persistants. Lorsqu'un événement heureux survient et qu'il aimerait spontanément le partager avec vous, mais que vous n'êtes pas là. Quand il tombe sur un souvenir vous concernant, une blague complice, mais qu'il ne peut la revivre avec personne. Quand, tard le soir, il consulte son téléphone et ressent que l'absence de vos messages, jadis source de soulagement, lui pèse désormais comme un manque. Tous ces moments s'accumulent. Ils exercent une pression intérieure, une pression née de lui-même et non de l'extérieur, et c'est la seule qui soit susceptible de le pousser à agir. C'est à ce moment que son propre système d'attachement commence à s'activer différemment. Sa peur de l'étouffement, moteur initial, s'efface devant la peur grandissante de la perte. Il commence à ressentir le vide de la connexion, la validation, le réconfort que vous lui offriez, même s'il n'a jamais pu totalement y répondre. Ce processus n'est ni conscient ni rationnel. Il est instinctif et profond. Il fait l'expérience du vide que votre absence crée, un vide difficile à combler. C'est à ce moment-là qu'il peut envisager de rompre lui-même le silence. Son retour, s'il a lieu, ne ressemblera pas à un geste spectaculaire. Ce sera une tentative timide, un message, un appel, un commentaire sur un réseau social. Il teste les eaux. Il essaie de voir si l'ancienne dynamique est toujours accessible. Il cherche un signe prouvant que vous l'attendez, que vous êtes toujours investi émotionnellement, prêt à faire tout le travail relationnel. La façon dont vous répondrez à cette tentative sera le moment le plus décisif de tout le processus. C'est cet instant qui déterminera si vous retombez dans l'ancien schéma
ou si vous créez une nouvelle dynamique plus saine. Votre réponse doit être empreinte d'une neutralité chaleureuse. Vous n'êtes ni froid ni punitif, mais vous ne débordez pas d'enthousiasme, ni ne vous montrez instantanément disponible. Vous êtes amical, mais détaché, heureux d'avoir de ses nouvelles, mais sans tout délaisser pour lui répondre. Votre attitude doit signaler que votre vie est pleine, que vous n'êtes pas en attente, mais qu'un lien reste possible s'il repose sur l'investissement mutuel. C'est un message puissant. Cela lui indique que les règles ont changé. S'il souhaite rester dans votre vie, il doit se présenter différemment. Cet instant de premier contact après le silence revêt une importance psychologique énorme pour vous deux. Pour vous, il peut paraître comme une validation, la preuve que la stratégie a fonctionné, le soulagement d'une attente interminable enfin brisée. Mais ces sentiments, bien que compréhensibles, sont périlleux. Ils risquent de vous ramener dans l'ancien rôle, cette position reconnaissante, accommodante, du simple fait de son retour. Voilà le piège, là que la plupart perdent le terrain acquis dans la période de silence. Le retour de l'évitant n'est pas un engagement, c'est une expérience, un test. Il veut vérifier si vous avez changé ou si vous avez feint un silence stratégique. Si vous réagissez avec trop d'enthousiasme, si vous vous montrez pleinement disponible, si votre réponse indique que vous attendiez cet instant, vous relancez l'ancienne dynamique. Vous prouvez que ces murailles étaient inutiles, puisqu'en réalité, vous n'êtes jamais parti. Il comprend qu'il possède toujours tout le pouvoir, que vous êtes prêt à vous contenter de miettes d'attention. Mais si votre réponse reste chaleureuse et neutre, fidèle aux limites bâties lors du silence, alors vous exprimez tout autre chose. Vous montrez que vous avez vraiment avancé, que votre bonheur ne dépend plus de sa présence, et que toute relation à venir devra obéir à un nouveau contrat. Engagement mutuel, présence régulière, disponibilité émotionnelle. C'est terrifiant pour l'évitant, car on lui demande alors ce qu'il a évité toute sa vie. Être vulnérable, risquer le rejet, avancer vers une véritable intimité. La neutralité chaleureuse dont vous faites preuve n'est pas une ruse. Elle reflète sincèrement le travail intérieur amorcé. Si vous avez réellement mis le temps du silence à profit pour vous reconstruire, alors votre enthousiasme face à son retour sera naturellement tempéré. Vous savez que vous allez bien, quelle que soit son attitude. Vous ne cherchez plus d'oxygène dans son attention, vous ne suffoquez plus en son absence. Vous évoluez désormais dans l'abondance. Sa présence est un atout possible, non la solution à un vide. Il ne s'agit pas de le manipuler, mais de vous protéger et de poser les bases d'une relation saine. C'est le refus de réembarquer dans une dynamique où vous poursuivez et l'autre s'éloigne. Vous exigez par votre comportement une relation fondée sur l'équilibre et le respect. Pour l'évitant, c'est terrifiant, mais il n'existe pas d'autre voie vers une connexion authentique et durable. Il devra sortir de sa zone de confort et vous rejoindre à mi-chemin. Et cela ne se produira que si vous refusez de réintégrer son monde de distance. Tout ce processus est un profond acte d'amour de soi. Il s'agit de privilégier sa paix intérieure à la validation éphémère de l'attention de l'autre. De comprendre que si vous ne pouvez pas contrôler son comportement, vous pouvez en revanche contrôler le vôtre. En choisissant de garder le silence et de bâtir votre propre vie, vous créez la seule condition permettant peut-être à l'autre de revenir. Et si ce retour n'a pas lieu, vous aurez gagné. Vous aurez récupéré votre vie, votre bonheur, votre identité. Vous aurez brisé le cercle du besoin et repris possession de votre pouvoir. C'est là une victoire bien plus précieuse que le retour de qui que ce soit. Approfondissons l'aspect psychologique. Tout le système d'attachement de l'évitant est organisé autour d'un principe, l'autosuffisance. Il a appris très tôt qu'exprimer ses besoins menait à la déception, au rejet. Il s'est donc adapté en refoulant ses désirs, a bâti autour de lui une forteresse à l'épreuve des autres, parfois même de lui-même. Sa plus grande crainte, ce n'est pas la solitude, mais de ressentir le besoin de quelqu'un et de revivre l'abandon. Voilà pourquoi il repousse. C'est une frappe préventive contre la douleur du rejet. Il part avant qu'on le quitte. Cesser la poursuite, c'est retirer non seulement la pression extérieure, mais aussi la légitimité de sa forteresse. Il ne peut plus invoquer votre attitude comme justification. Il se retrouve seul dans sa prison, confronté pour la première fois à l'ampleur de son isolement.
C'est une expérience profondément inconfortable. Le silence que vous maintenez n'est pas qu'une absence de mots. C'est un miroir qui lui renvoie sa propre solitude. Et ce reflet, il ne peut l'ignorer indéfiniment. Voilà pourquoi les deux attitudes, garder le silence et reconstruire votre vie, sont si puissantes. Ensemble, elles forment la tempête parfaite de la dissonance cognitive. Le silence crée l'espace où ses besoins surgissent. Votre bonheur sans lui crée l'aiguillon qui le pousse à agir. C'est un double mouvement qui court-circuite ses défenses et s'adresse directement à son système d'attachement au plus profond de l'inconscient. C'est la seule langue qu'il comprenne, celle de l'action et de la conséquence. Il ne s'agit pas d'un remède rapide. C'est un long processus, lent, délibéré, qui réclame patience et maîtrise de soi. Certains jours, le silence sera insupportable et la tentation de le rompre sera forte. Il faudra vous souvenir qu'à chaque rechute, vous réinitialisez l'horloge. Vous allégez la pression, pourtant nécessaire à son évolution. Vous encouragez ainsi, malgré vous, son évitement. La seule façon de briser le cycle, c'est de tenir bon, de faire confiance au chemin parcouru, à votre capacité d'être heureux, avec ou sans lui. Et s'il ne revient jamais, cette possibilité est réelle et vous devez être prêt à l'accepter. Certains évitants sont si ancrés dans leur schéma qu'aucune stratégie n'aura d'effet. Mais voici la vérité libératrice. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la démarche, gardez le silence et rebâtir votre vie, alors son retour n'a rien d'essentiel. L'objectif est déjà atteint. Vous aurez repris la maîtrise de votre existence. Vous aurez franchi les portes de la prison de l'attente pour embrasser la liberté de l'autonomie. Vous serez devenu l'être sécure et confiant que vous avez toujours eu vocation à être. Et depuis cette sécurité, vous attirerez un partenaire qui l'est tout autant, non effrayé par l'intimité, capable de vous rencontrer à mi-chemin. L'univers trouve toujours des moyens de récompenser le courage, et celui de tourner le dos à une dynamique toxique est peut-être le plus grand qui soit. Alors, il ne faut pas voir cela comme une stratégie pour le récupérer, mais comme une stratégie pour vous retrouver. Et s'il devait revenir, ce ne sera qu'un bonus, jamais la récompense principale. La vraie récompense, c'est vous. Cela a toujours été vous. Et le jour où vous l'intégrez pleinement, vous êtes enfin libre. Cette liberté n'est pas qu'un sentiment, c'est un nouveau mode d'être au monde. Un basculement du contrôle externe vers un contrôle interne. Vous n'attendez plus qu'on valide votre valeur. Vous la validez vous-même. Vous n'espérez plus que quelqu'un d'autre fasse votre bonheur. Vous le créez par vous-même. Telle est l'essence de l'attachement sécure, le socle de toute relation saine. En adoptant le silence, en redirigeant votre énergie vers votre croissance, vous ne préparez pas seulement la possibilité d'un meilleur lien avec l'évitant. Vous assurez la certitude d'une meilleure relation avec vous-même. Et c'est là, la seule relation qui dure toute une vie, indépendante des caprices d'autrui, fondée sur l'amour de soi, le respect de soi, l'autonomie. C'est le Graal, le vrai but. Le retour de l'évitant n'est qu'une éventualité, jamais le motif du processus. Le vrai but, c'est votre propre libération. Et ce chemin vers la liberté, c'est le silence, la stabilité retrouvée et le choix audacieux de vous privilégier, encore et encore. Il n'y a pas d'autre voie. C'est le seul, le vrai chemin vers la liberté. Et ce chemin s'offre à vous ici, maintenant, tout de suite. La seule question, aurez-vous le courage de l'emprunter? Merci d'avoir regardé.